Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Jardins de la Culture. Alors aujourd'hui au programme, vous allez le voir, quelque chose de très varié. Notamment en première partie, nous avons rencontré l'équipe du court-métrage BAC par le réalisateur toulousain Laurent Choureau. Et puis la deuxième partie, ce sera une rencontre avec Jean-Louis Auger et Nicole Zimmermann pour parler du livre sur la vie de Artemov. On commence tout de suite avec l'équipe du film BAC. On a devant nous le réalisateur et puis deux comédiens. Première chose, on va commencer, alors je ne sais pas qui va commencer à parler. C'est la première fois, je crois, que vous travaillez tous les trois ensemble. Alors, déjà, première chose, comment vous en êtes arrivés à bosser tous les trois ensemble? Moi, je cherchais des comédiens pour mon film. Et j'avais bossé sur une pièce avec Maud. Elle était comédienne, moi je faisais de la vidéo. Et j'avais retenu dans ma tête sa folie, qui m'intéressait. Et Charlie, j'avais travaillé avec lui sur un laboratoire avec une compagnie de danse qui s'appelle La Zampa. Un laboratoire expérimental où c'était un peu trash et ils donnaient bien. Et puis je lui avais dit dès qu'on avait fait le laboratoire, un jour je vais te faire travailler, c'est sûr. Et c'est arrivé. Voilà. C'est moi qui ai voulu travailler avec eux. Ouais. Et donc les deux comédiens, qu'est-ce que vous connaissiez du travail de Laurent? Le travail de la pièce dans laquelle on avait travaillé ensemble. Et puis des vidéos que Laurent avait pu faire sur les spectacles de La Zampa. Mais voilà, on s'est découvert aussi là, dans ce travail, où Laurent nous a amenés dans cette aventure. Justement, pour revenir un petit peu sur le film, sur le projet en lui-même, alors comment ce projet est né, quelle est un peu la genèse du film BAC? La genèse vient de l'usine au départ. C'est une proposition de l'usine qui m'a fait de travailler sur une question à travers un projet qui s'appelle Fin d'interdiction de stationner, l'art dans l'espace public. Et nous, comme je travaillais dans le collectif Le Petit Cowboy, où on travaille l'image, la photo, la vidéo, donc j'ai voulu questionner la place de l'image dans l'espace public, ou l'image que l'on donne à voir quand on est en public, comment nos comportements peuvent changer, voilà. Et donc c'est né, l'usine m'a proposé d'être associé cette année à Fin d'interdiction de stationner, et voilà, c'est né comme ça. Ok, et justement pour revenir un petit peu sur Le Petit Cowboy, donc c'est une assoce qui existe depuis maintenant un petit moment. Ouais. En dehors de ce projet-là, quels sont les projets en cours? Alors on est un collectif, on est 5 membres en gros, et chacun ses compétences. Il y a des gens qui sont plus dirigés vers la musique, on fait des captations de concerts en live, il y a un projet qui s'appelle You Live, en lien avec le bikini, le phare, voilà. Après il y en a un autre qui est plus vers les films institutionnels, il y a Eric qui est plus dans la photo, et Jérémy qui navigue sur plusieurs projets mais qui est en lien toujours avec le spectacle vivant, la culture de manière générale, quoi. Voilà. Bon, pour revenir un petit peu sur le film BAC, alors là on a un petit peu parlé de la genèse, l'histoire en elle-même, le concept du film BAC, quel est-il? Alors je vais vouloir un petit mot des trois pour voir un peu comment chacun vous essaie de l'expliquer. On va commencer par le réalisateur. Le concept moi dans ma tête, c'est de prendre 4 personnes et de les mettre dans une espèce de machine à laver d'images et si vraiment ils ont plus ça se voit je pense au final dans le film, dans le montage, ils ont plus de connexion avec la réalité et c'est comme s'ils étaient complètement intégrés, soumis à tout ce qu'ils voient, ce qu'ils peuvent faire, et donc ils n'arrivent plus à digérer, donc ils ont plus que des mots qui sont proches de ceux de la publicité, ils ont des comportements complètement toujours proches de l'hystérie et ils sont complètement c'est des éponges, quoi. Voilà. Alors un des deux comédiens, votre version à vous? Allez Charlie. Oui, alors là pendant tout le tournage on a été mis dans des situations à chaque fois très particulières, dans des espaces publics. Ça pouvait être un bus, le métro, un centre commercial. Donc c'était intéressant pour nous de voir, de prendre à la fois des images, des émotions, des mouvements qui pouvaient nous traverser et essayer de voir ce que ça pouvait nous faire à la fois physiquement, réutiliser des mots, des slogans qu'on pouvait entendre. Donc voilà, nous c'était, ils parlent de machine à laver, d'éponge, et c'était ça notre travail. Et on a beaucoup travaillé avec des amateurs aussi, des volontaires, donc des gens qui, pour chaque lieu, pour chaque ville, nous ont accompagnés pour travailler. Voilà. Et donc toi, ta version? Ça a été un travail sur les émotions dans les extrêmes, ce que nous fait la surconsommation, la surinformation de publicité, d'être dans les espaces perdus,
complètement surchargé de panneaux publicitaires. Donc on a travaillé aussi au niveau des émotions sur quelque chose d'énorme. Comme si on était tout le temps subjugué de tout. Donc l'hystérie de la consommation. Et en même temps, nos personnages, ils ont fonctionné en deux duos. Il y avait le duo de comédiens puis le duo de danseurs. Et on était comme des entités, hommes-femmes, soumis à tout ça, à tout l'environnement de l'agglo de Toulouse, du Grand Toulouse. Justement, on a parlé un petit peu de ces participations amateurs. Alors, justement, pour le tournage, ça s'est étalé sur combien de villes, combien de temps 7 communes, et en gros, c'est un mois de tournage. Ouais. Et on est resté 2 ou 3 jours sur chaque commune. Il y avait une vraie volonté. Déjà, on avait une contrainte technique au niveau du timing qu'on ne pouvait pas dépasser. Et après, moi, j'avais une vraie volonté de conserver le live. Et donc, il y avait très peu de temps de répétition. C'était 2-3 heures le matin. Et après, il fallait directement aller sur le lieu et travailler, refaire, travailler. Et c'était après, voilà, mon montage qui choisit parmi les 72 heures d'image que j'ai, 40 minutes. Quoi. Et c'était très important qu'il n'y ait pas vraiment de préparation et que direct les figurants soient autant considérés que les comédiens. Quoi. Il n'y avait pas de niveau, ils avaient eux comme modèle, ils étaient au milieu d'eux, c'est eux qui les chargeaient, qui les amenaient à faire ce qu'ils faisaient, parce qu'en gros les consignes c'était toujours de refaire ce qu'ils faisaient, ou de faire l'inverse. Et le fait d'être en live dans des conditions, on a par exemple quand on travaille dans le métro, on n'a pas réservé une ligne de métro, on n'a pas réservé un bus, on était vraiment en arrivant, on débarquait, on faisait notre film, on repartait. Quoi. Il y a une grande marge de liberté, d'improvisation aussi, parce qu'évidemment on ne pouvait pas tout maîtriser, tout contrôler, et c'était très agréable quoi, de bosser dans ces conditions-là. C'était surtout des consignes d'énergie, de rythme, il fallait toujours pousser. Justement, le travail comme ça auprès de gens qui sont amateurs, allez, honnêtement, c'est dur ou pas? Non, là ça n'a pas du tout été dur. C'est assez limite, moi je le vois au niveau du montage. C'est assez limite, parce que quand on est dans le live, quand on travaille, c'est super bien. Et en ça, le pari est déjà bien réussi du film, parce que sur chaque moment, ça a été vraiment. Ils ont tous donné à fond, ils ont vraiment joué le jeu. Après, c'est au niveau de l'image, on se rend compte, la vidéo ça pardonne pas généralement. Et s'il y a un petit détail, on voit de suite qu'elle regarde la caméra ou qu'elle a oublié qu'elle jouait. Enfin, il y a un moment donné où c'est limite. C'est les limites de tourner tout un live et avec des amateurs. Ouais, voilà, de vouloir tout. Il y a forcément. Mais ça me donne vraiment envie, par exemple, de refaire ce projet, mais qu'avec des vrais comédiens, par exemple. Ça donnerait une ampleur encore supérieure, je pense. Bon, finalement, le message de ce film, quel est-il réellement? Si on devait sortir un message, parce que forcément il y a un message. Le message, je pense que les gens vont recevoir évident, c'est qu'on est quand même surchargé d'informations aujourd'hui et que c'est important de pas trop de faire un peu le tri, je pense. Mais globalement, moi, j'ai pas dans la construction du film tel qu'il est fait, j'ai pas envie de donner un message. C'est plutôt mettre les gens dans un état. Quand tu regardes le film, j'espère qu'ils vont être un peu, à la fin, sortir un peu surchargés aussi, quoi, et sans trop savoir, un peu comme ça, quoi. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Je suis pas là pour délivrer un message, parce que moi, j'adore l'image, j'en bouffe tout le temps. Je suis pas anti-société de consommation, voilà. C'est right now, tu vois, je sais pas comment dire, c'est fuck la crise, quoi. Desire. Tu prends l'espace urbain, tu le prends, t'en fais de l'art. Tu prends un trait, t'en fais de la matière. Tu vois, c'est ça, c'est mon boulot, quoi. C'est mon job. C'est mon work. C'est génial. C'est juste génial, c'est génial. C'est remettre l'humain au centre. L'humain et la nature. C'est la vie, moi c'est ça, c'est un return to life. Ça s'appellera Back. Pour revenir un petit peu sur la durée du film, tu nous as dit que c'était 40 minutes. Pourquoi 40 minutes? C'était vraiment une durée imposée? Non, il n'y avait rien imposé. Je me suis mis un court-métrage, de toute façon. Je sais pas, dès le début j'ai dit 40 minutes, c'est une idée comme ça, et finalement ça a été 43 minutes. Je pense que je vais, une fois que
Parce que la version que j'ai montrée à l'usine, c'est une version délibérément qui montre un peu toutes les étapes, dans lesquelles on a traversé. Mais après, c'est possible que je refasse un montage plus serré, où j'enlève certains figurants, certaines actions qu'on a fait. Mais là, je trouve bien pour clôturer cette année de projet avec l'usine que dans le film, on ressente un peu par quoi on est traversé. Bon, justement, tu mettais un peu la perche. La suite pour le film, qu'est-ce que c'est? Là, on a l'avant-première. Ouais. Il y a la prochaine date, après, c'est à Aucamville le 21 janvier. Après, il y aura sûrement à Blagnac en mars. Et comme la région nous a aidés, il y aura une diffusion à la Cinémathèque, mais ça, c'est pas encore calé. Premier trimestre aussi. Et après, moi, ce que je veux faire, c'est une fois que l'on aura bien tout, que j'aurai ma version vraiment idéale dans la tête et sur la bande, je vais faire tout pour la diffuser, quoi. Alors bonsoir tous les deux. Bonsoir. Nicolas Zimmerman et puis Jean-Louis Auger. On vous rencontre aujourd'hui pour le lancement de ce livre sur Artemov, pardon, j'avais le nom qui m'échappait. Première chose, tous les deux, pourquoi cet auteur en particulier? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors on va dire honneur aux dames. Alors moi j'ai rencontré Georges Artemov parce que je faisais un reportage sur une galeriste de peinture à Toulouse qui était Simone Boudet, qui a défendu pendant 40 ans l'art contemporain. Et elle connaissait tous les grands peintres qui ont marqué le début du XXe siècle, en tout cas sa première moitié. Et quand je lui ai demandé quel est celui qui vous a le plus impressionné, quel est celui dont vous avez gardé qui est pour vous le plus grand, elle m'a montré 2 arlequins d'un peintre dont j'ignorais totalement le nom, et elle m'a dit voilà, pour moi le plus grand c'est celui-là, c'est Georges Artemov. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Georges Artemov, et j'avoue que sur le moment, ça m'a pas vraiment, c'est resté dans mon cerveau, mais je comprenais pas son admiration. Et petit à petit, j'ai vu des expositions, j'ai rencontré la fille du peintre, et là j'ai compris qu'il s'agissait d'un très grand peintre, de quelqu'un pour lequel j'ai une admiration. Alors Jean-Louis défend sa sculpture, et il a raison, c'est d'abord un sculpteur, c'est un peintre aussi, et c'est quelque chose c'est pour moi un très grand artiste du XXe siècle, qui est passé inaperçu, peut-être parce qu'il vivait à Revel, peut-être parce qu'il a refusé le système du marché de l'art, mais qui mérite aujourd'hui qu'on lui rende hommage et qu'on lui rende la place qu'il devrait avoir et occuper dans les musées et dans les livres. Justement, Jean-Louis Auger, alors la rencontre avec César? La rencontre, elle s'est faite d'abord grâce à une œuvre que nous possédons dans les collections du musée, qui s'appelle donc, c'est une peinture qui s'appelle l'Espagnol. Et puis à la suite aussi de l'exposition de Gaillac en 2005, je connaissais un petit peu quelques peintures, quelques sculptures. Et puis effectivement tout ça s'est concrétisé par un projet d'exposition qui va débuter le 30 janvier prochain, 30 janvier 2010, où l'on va essayer de montrer des pièces inédites. Des pièces donc qu'on connaît mal ou peu ou pas assez ou pas du tout. On va mettre l'accent aussi, comme le disait Nicole, sur la sculpture, parce que c'est un très grand sculpteur, un très grand peintre, et un de ceux qui seront effectivement injustement méconnus. Une évolution constante depuis donc ses débuts. Il a été à Paris, il a connu les plus grands, Picasso, Soutine, Modigliani, et il a eu un parcours effectivement à la fois difficile et très 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 riche. C'est un peintre vraiment de très haut niveau et extrêmement cultivé. Donc je crois que en le découvrant comme cela, en l'étudiant pendant tout un été, j'ai vraiment abordé quelqu'un qui est d'un grand niveau et quelqu'un qu'il faut, comme dit Nicole, redécouvrir et mettre à la juste place qu'il mérite. Voilà. Alors justement, on a une journaliste, un conservateur de musée. Comment on arrive à travailler ensemble en étant à la base de 2 milieux, on va dire, différents, même si ça se rejoint un petit peu? J'ai quand même consacré une grande partie de ma carrière de journaliste à tout ce qui était activité culturelle, et en particulier, pas en particulier, et en tout cas aussi à la peinture. Donc, mais là, je crois que nous étions vraiment on avait vraiment partagé nos terrains. Moi, je ne prétends pas écrire sur l'histoire de l'art, je ne suis pas du tout qualifiée, surtout par rapport à Jean-Louis, là-dessus. Moi, ce que je pouvais essayer de faire passer, c'est l'admiration que j'ai pour un peintre et pour sa vie. Donc j'ai fait sa biographie, et Jean-Louis a repris des éléments évidemment de la biographie quand il fallait les associer à des peintures. Mais je pense que ce sont 2 parties qui se complètent et qui n'ont pas été écrites ensemble du tout. Moi, je suis restée sur la biographie et lui sur l'histoire de l'art. Collaborer dans le futur, c'est prévu, ou
Pourquoi pas? Finalement, vous savez, vous avez réussi à pas trop vous tirer dans les pattes. J'ai été très honorée, moi, de pouvoir signer une première partie d'un livre qui a magistralement été écrit par Jean-Louis Auger. Voilà. Moi, c'est aussi un grand plaisir et vraiment une très belle collaboration, parce que je crois qu'on ne peut pas travailler seul. On peut bien sûr travailler, certes, mais quand on fait comme ça une belle équipe et qu'on s'entend bien, on fait de belles choses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'était donc les Jardins de la Culture. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.